Cheikh Anta Diop, panorama, vie, pensée et œuvre. Bonjour et bienvenue. Nous vous présentons ce petit documentaire qui relate de façon synthétique la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Normalement, nous devrions commencer par ça avant de faire la lecture de ces livres. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous vous présentons donc ce livret qui a été fait par des chercheurs. Nous l'avons traduit en vidéo et nous avons fait aussi la lecture. Quelques-uns des chercheurs qui ont collaboré à ce livret sont Mariette Diong Diop, Fondation UCAD, Cheikh Mbacké Diop, Association Kepera, Diallo Diop, UCAD, Aboubakri Moussa Lam, UCAD, Babacar Sall, UCAD. Merci de nous suivre pour la suite. Connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale. Vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Et c'est parce que je savais cela que lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, ce volume, j'ai dit que je serais bien incapable de parler la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses l'une, ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé. Et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain, je n'aurais besoin que de deux Africains, parce que ce sont les seuls qui, à l'époque, qui travaillaient avec moi et qui accédaient aux faits égyptiens par la connaissance directe.
C'est très dangereux la connaissance indirecte, parce que vous le voyez bien, vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il vous faut passer par l'appui d'une autorité, et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques, et vous tournoyez. Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe. Vous pétillez tous d'intelligence, mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe. Aperçu général sur la vie, la pensée et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. L'enfance, la jeunesse. Cheikh Anta est né au Sénégal le 29 décembre 1923 dans la région de Diourbel, Bawol Kayor, à Ceytou, situé à environ 150 km de l'est de Dakar. Sa famille appartient à une lignée dont le berceau est Koki, près de la ville de Louga. Le père de Cheikh Anta Diop, Massamba Sassoum Diop, décède très peu de temps après la naissance de son fils. Sa mère, Maguette Diop, s'éteint en 1984. Le prénom, Cheikh Anta, qui est donné à leur fils unique, est celui de son oncle maternel, par alliance, Cheikh Anta Mbacké, l'un des frères cadets de Cheikh Ahmadou Bamba, 1851-1927, le fondateur de la confrérie musulmane mouride au Sénégal. À l'âge de 4 ou 5 ans, Cheikh Anta est envoyé à l'école coranique à Koki. Il est ensuite inscrit à l'école française, l'école régionale de Diourbel, aujourd'hui école Ibrahima Choy. En 1937, il obtient son certificat d'études primaires. La même année, il quitte Diourbel pour Dakar afin d'entrer au lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Gueye. Il obtient en 1945 son baccalauréat en mathématiques, juillet, puis en philosophie, octobre. Ce double baccalauréat est la marque d'une grande curiosité intellectuelle et celle d'une volonté de se doter d'une double formation en sciences exactes et en sciences humaines. Cheikh Anta embarque pour la France en 1946 afin d'entreprendre des études supérieures. Le contexte historique et idéologique. Lorsque Cheikh Anta vit le jour, l'Afrique tout entière était sous la domination coloniale européenne, laquelle avait pris le relais de la traite négrière atlantique commencée au XVIe siècle. Rappelons que celle-ci avait été précédée par la traite arabo-musulmane. La violence dont l'Afrique fut et est encore l'objet n'a pas été et n'est pas exclusivement militaire, politique et économique. Des théoriciens, Voltaire, Hume, Hegel, Gobineau, Lévi-Brühl, etc., avaient cherché à légitimer au plan moral et philosophique une supposée infériorité intellectuelle du nègre. Dans sa communication sur racisme et culture, c'était en 1956, au premier congrès international des écrivains et artistes noirs organisé à Paris par Alioune Diop, le fondateur des éditions Présence africaine, Frantz Fanon écrivait: l'occupant installe sa domination, affirme massivement sa supériorité. Le groupe social, asservi militairement et économiquement, est déshumanisé selon une méthode polydimensionnelle. Exploitation, torture, razzia, racisme, liquidation collective, oppression rationnelle, se relayant à des niveaux différents, pour littéralement faire de l'autochtone un objet entre les mains de la nation occupante. Cet homme, objet, sans moyen d'exister, sans raison d'être, est brisé au plus profond de sa substance. Au moment où Cheikh Anta Diop entreprenait dans les années 1940 ses premières recherches historiques, l'Afrique noire ne constituait pas un champ historique intelligible, pour reprendre une expression de l'historien britannique Arnold Toynbee. L'Égypte ancienne était arbitrairement rattachée à l'Orient et au monde méditerranéen
géographiquement, anthropologiquement et culturellement. C'est donc dans un contexte singulièrement hostile et obscurantiste que Cheikh Anta Diop a été amené à remettre en cause par une investigation scientifique méthodique les fondements même de l'image du monde que l'Occident d'alors véhiculait sur la genèse de l'humanité et de la civilisation. La renaissance de l'Afrique, qui implique la restauration de la conscience historique, lui apparaissait comme une tâche incontournable. Il se résolut à lui consacrer sa vie. Les années d'études en France. Il s'inscrit à la Sorbonne où il obtient la licence de philosophie en 1948 et 2 ans plus tard, 2 certificats respectivement de chimie générale et de chimie appliquée. Au cours des années 50, Cheikh Anta Diop entreprend une spécialisation en chimie nucléaire et physique nucléaire au laboratoire Curie de l'Institut du Radium, dont le savant français engagé Frédéric Joliot-Curie, 1900-1958, avait pris la direction en 1956. Durant la seconde moitié de cette décennie, Cheikh Anta Diop enseigne la physique et la chimie au lycée Voltaire et au lycée Claude Bernard à Paris en tant que maître auxiliaire. Il poursuit parallèlement des recherches en linguistique, en histoire, en égyptologie qui débouchent sur la publication de son premier livre Nation nègre et culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui en 1954 aux éditions Présence africaine créées à Paris par Alioune Diop en 1947. Ce livre fonde véritablement les humanités africaines sur une base scientifique. Il fera l'effet d'une bombe en cette période marquée par une idéologie raciste et la lutte des Africains pour se libérer du joug colonial. Cheikh Anta Diop a rencontré au cours de ces difficiles et enrichissantes années passées en Europe nombre d'intellectuels et leaders politiques de l'Afrique, des Caraïbes, tels Amadou Hampâté Bâ, Aimé Césaire, Léon Gontran Domans, Gabriel Darboussier, René Despestre, Amadi Ali Dieng, Alioune Diop, Majmoud Diop, Sinclair Drake, Boutros Ghali, Cheikh Fall, Frantz Fanon, Keïta Fodéba, Joseph Kizerbo, Édouard Glissant, Lamine Gueye, Jean-Brice Mars, Abdou Moumini, Ahmadou Makhtar Mbow, Ruben Nioubé, Jacques Rabé Mananjara, Hassan Seck, Léopold Sédar Senghor, Ismaël Touré, Sékou Touré, Bakary Traoré, Abdoulaye Wade. Le cadre universitaire a été aussi propice pour faire connaissance avec une jeunesse intellectuelle européenne traversée par divers courants de pensée. C'est ainsi qu'il nouera des liens d'amitié avec le philosophe français Maurice Cavègue. C'est aussi dans ce contexte d'engagement intellectuel et politique, soutien au mouvement de libération en Afrique, qu'il a rencontré Louise Marie Maes, diplômée d'études supérieures en géographie, avec qui il se maria. De cette union naîtront 4 enfants: Cheikh Mbacké Diop, Jomo Kenyatta, Samori Kadans, Massamba Sassoum. En 1960, il soutient sa thèse d'état ès-lettres à la Sorbonne, axée sur l'étude de l'Afrique noire précoloniale, histoire, organisation sociopolitique, organisation économique et l'unité culturelle de l'Afrique noire. La reconstitution scientifique du passé de l'Afrique et la restauration de la conscience historique. Nation nègre et culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique d'aujourd'hui, que publie Cheikh Anta Diop en décembre 1954 aux éditions Présence africaine, est le livre fondateur d'une écriture scientifique et historique africaine, certes, mais aussi de par les implications de l'histoire du monde. Aussi, dans son contexte intitulé Discours sur le colonialisme, 1955, Aimé Césaire a considéré Nation nègre et culture le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Dans Cheikh Anta Diop,
Volney et le Sphinx, Théophile Obenga montre en quoi consiste l'originalité et la nouveauté de la problématique historique, particulièrement en matière d'histoire africaine, ouverte et développée par Cheikh Anta Diop. En refusant le schéma hegelien de la lecture de l'histoire humaine, Cheikh Anta Diop s'est par conséquent attelé à élaborer pour la première fois en Afrique noire une intelligibilité capable de rendre compte de l'évolution des peuples noirs africains dans le temps et dans l'espace. Un ordre nouveau est né dans la compréhension du fait culturel et historique africain. Les différents peuples africains sont des peuples historiques avec leur état. L'Égypte, la Nubie, Ghana, Mali, Zimbabwe, Congo, Bénin, etc. Leur esprit, leur art, leur science. Selon Cheikh Anta Diop, la restauration de la conscience historique des Africains implique que l'égyptologie soit développée en Afrique noire et que la civilisation nubio-égyptienne soit revisitée dans tous les domaines par les Africains eux-mêmes. C'est dans cette optique qu'il a écrit que seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique, l'égyptologie, en Afrique noire, amènera à saisir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa puissance créatrice. Dans la mesure où l'Égypte est la mère lointaine de la science et de la culture occidentale, comme cela ressortira de la lecture de ce livre, la plupart des idées que nous baptisons étrangères ne sont souvent que les images, brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées des créations de nos ancêtres. Judaïsme, christianisme, islam, dialectique, théorie de l'être, sciences exactes, arithmétique, géométrie, mécanique, astronomie, médecine, littérature, roman, poésie, drame, architecture, art, etc. Autant la technologie et la science moderne viennent aujourd'hui d'Europe, autant dans l'Antiquité le savoir universel coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde, et en particulier vers la Grèce, qui servira de maillon intermédiaire. Par conséquent, aucune pensée n'est par essence étrangère à l'Afrique, qui fut la terre de leurs enfantements. C'est donc en toute liberté que les Africains doivent puiser dans l'héritage intellectuel commun de l'humanité, en ne se laissant guider que par les notions d'utilité et d'efficience. L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, 1981. Dans ses écrits, Cheikh Anta Diop insiste sur le fait que la recherche socio-historique est loin d'être conçue comme un repli sur soi ou une simple délectation du passé. Le rôle de la sociologie africaine, dit-il, est de faire le bilan du passé pour aider l'Afrique à mieux affronter le présent et l'avenir. Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, 1967. La relativité de nos structures, ainsi mise en évidence, pourrait nous aider à dégager les bases théoriques d'un dépassement de nos sociétés à caste. Dépassement qui ne sera irréversible que s'il est fondé sur la connaissance du pourquoi des choses. N'est-ce pas cela, la révolution sociale, ou en tout cas un de ses aspects les plus importants dans nos pays? Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. C'est dire que pour lui, l'étude socio-historique des civilisations africaines permet d'identifier les valeurs qui ont fait leur grandeur et les facteurs ayant engendré leur déclin et d'élaborer les stratégies pour le développement du continent. Un chercheur au service de l'Afrique.
Dans une interview qu'il accorde en 1960 au journal Bara Diouf, dans la revue La Vie africaine, il déclare « Je rentre sous peu en Afrique où une lourde tâche nous attend tous. Dans les limites de mes possibilités et de mes moyens, j'espère contribuer efficacement à l'impulsion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et celui des sciences exactes. Quant à l'Afrique noire, elle doit se nourrir des fruits de mes recherches à l'échelle continentale. Il ne s'agit pas de se créer de toute pièce une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. De retour au Sénégal avec sa famille, Cheikh Anta Diop est affecté à l'Institut français d'Afrique noire IFON, renommé plus tard Institut fondamental d'Afrique noire, de l'Université de Dakar, institut alors dirigé par Théodore Monod. Il entreprend de créer un laboratoire de datation d'échantillons archéologiques par la méthode du carbone 14 ou radiocarbone. De nombreux domaines bénéficient de l'existence d'un tel laboratoire: l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la géologie, la climatologie, etc. Après en avoir conduit la construction de 1963 à 1966, il le dirigera jusqu'en 1986 tout en conservant des relations de travail avec le laboratoire homologue du CNRS CEA de Gif-sur-Yvette en France, où il avait effectué sa formation dans ce domaine particulier d'application de très faible radioactivité. En 1966, à Dakar, il reçoit conjointement avec William Edward Burgard Du Bois le prix du premier festival des arts nègres, récompensant l'écrivain qui a exercé la plus grande influence sur la pensée nègre du XXe siècle. L'intelligentsia de l'Afrique et de la diaspora a voulu signifier au monde la dimension exceptionnelle des œuvres des deux lauréats et le rôle déterminant qu'elles continueront longtemps à jouer dans le réveil du continent. Cheikh Anta Diop poursuit ses recherches en préhistoire, l'origine de l'homme et ses migrations, en égyptologie, en linguistique africaine, en anthropologie, sur l'apport de l'Afrique à la civilisation, dans le cadre de l'UNESCO, alors dirigé par Ahmadou Mahtar Mbow. Il contribue de manière déterminante à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, avec de nombreux autres éminents historiens africains comme Théophile Obenga, Sekene Modi Sissoko, Djibril Tamsir Niane, Joseph Kizerbo, etc. En particulier, c'est dans ce cadre et à la demande de Cheikh Anta Diop qu'est organisé par l'UNESCO en 1974 un colloque au Caire consacré à l'Égypte ancienne. Les recommandations de ce colloque historique, qui a réuni des scientifiques qui comptent parmi les plus éminents spécialistes mondiaux, ont confirmé la pertinence et la fécondité des travaux de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga sur l'appartenance de l'Égypte pharaonique à l'univers négro-africain. Rapport du colloque, le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méréotique, organisé sous l'égide de l'UNESCO, Le Caire, 28 janvier, 3 février 1974, une histoire générale de l'Afrique, études et documents 1, UNESCO 1978, histoire générale de l'Afrique, volume 2, Paris, Jeune Afrique, stock 1980, confère, annexe et chapitre 1, l'origine des anciens Égyptiens, de la page 39 à la page 72. Cheikh Anta Diop se bat aussi avec la plus grande détermination pour promouvoir et développer la recherche scientifique en Afrique. Il participe à de nombreuses rencontres internationales, colloques, conférences, congrès, etc., contribuant ainsi à la présence intellectuelle et scientifique de l'Afrique sur la scène mondiale. Il est signataire de l'appel d'Athènes contre le racisme et la discrimination raciale,
lancé en 1981 sous l'égide de l'UNESCO par des intellectuels de renom du monde entier. Les principales thématiques traitées par Cheikh Anta Diop. Les principales thématiques contenues dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop sont les suivantes. A. L'origine de l'homme et ses migrations. Parmi les questions traitées dans cette rubrique figure celle de l'origine de l'humanité qui a pris naissance en Afrique, d'où sont partis les grands courants migratoires vers le Proche-Orient, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. B. La parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique noire moderne. Elle est étudiée à travers le peuplement de la vallée du Nil, la genèse de la civilisation égypto-nubienne, les ressemblances et similitudes, la parenté, tant au plan anthropologique et ethnographique qu'au niveau des structures sociopolitiques et de la culture matérielle. C. La question de l'évolution des sociétés. Plusieurs développements importants sont consacrés à la genèse des plus anciennes formes d'organisation sociale rencontrées dans les aires géographiques méridionales, Afrique et septentrionale, Europe. À la naissance et ou à la formation de l'État, à l'organisation des États africains après le déclin de l'Égypte, à la caractérisation des structures politiques et sociales africaines et européennes avant la période coloniale, ainsi qu'à leurs évolutions respectives. D. L'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. Cet apport est restitué dans de nombreux domaines comme la métallurgie, l'écriture, les sciences, mathématiques, astronomie, médecine, etc., les arts et l'architecture, les lettres, la philosophie, les religions révélées, judaïsme, christianisme, islam, etc. E. Le développement économique, technique, industriel, scientifique, institutionnel et culturel de l'Afrique. Toutes les questions majeures que pose l'édification d'une Afrique moderne sont abordées. Maîtrise des systèmes éducatifs, civiques et politiques, avec l'introduction et l'utilisation des langues nationales à tous les niveaux de la vie publique, l'équipement énergétique du continent, le développement de la recherche fondamentale et appliquée, la représentation des femmes dans les institutions politiques, la sécurité du continent, la mise sur pied d'une armée continentale, la construction d'un État fédéral démocratique, etc. La création par Cheikh Anta Diop du laboratoire de radiocarbone qu'il a dirigé jusqu'à sa disparition est significative de toute l'importance accordée à l'enracinement des sciences en Afrique. F. L'édification d'une civilisation planétaire. L'humanité doit rompre définitivement avec le racisme, les génocides et les différentes formes d'esclavage. La finalité est le triomphe de la civilisation sur la barbarie. Cheikh Anta Diop entend contribuer au progrès général de l'humanité et à l'éclosion d'une ère d'entente universelle. Nous aspirons tous au triomphe de la notion d'espèce humaine, dans les esprits et dans les consciences, de sorte que l'histoire particulière de telle ou telle race s'efface devant celle de l'homme tout court. On n'aura plus alors qu'à décrire en termes généraux qui ne tiendront plus compte des singularités accidentelles devenues sans intérêt. Les étapes significatives de la conquête de la civilisation par l'homme, par l'espèce humaine tout entière, l'âge de la pierre taillée et la conquête du feu, le néolithique et la découverte de l'agriculture, l'âge des métaux, la découverte de l'écriture, etc., etc., ne seront plus décrits que comme des instants émouvants des rapports dialectiques de l'homme et de la nature, la série des défis de la nature sans cesse relevés victorieusement par l'homme. Cheikh Anta Diop, antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Cheikh Anta Diop appelle de ses vœux l'avènement de l'ère qui verrait toutes les nations du monde se donner la main pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie.
Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, 1981. L'aboutissement d'un tel projet suppose la dénonciation de la falsification moderne de l'histoire, selon Cheikh Anta Diop. La conscience de l'homme moderne ne peut progresser réellement que si elle est résolue à reconnaître explicitement les erreurs d'interprétation scientifique, même dans le domaine très délicat de l'histoire, à revenir sur les falsifications, à dénoncer les frustrations de patrimoine. Elle s'illusionne en voulant asseoir ses constructions morales sur la plus monstrueuse falsification dont l'humanité ait jamais été coupable, tout en demandant aux victimes d'oublier pour mieux aller de l'avant. Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. La réaffirmation de l'unité biologique de l'espèce humaine, fondement d'une nouvelle éducation qui récuse toute inégalité et hiérarchisation raciale et la lutte contre les préjugés tenaces. À cet effet, il écrit: le climat, par la création de l'apparence physique des races, a tracé des frontières ethniques qui tombent sous le sens, frappent l'imagination et déterminent les comportements instinctifs qui ont fait tant de mal dans l'histoire. Tous les peuples qui ont disparu dans l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, ont été condamnés, non par une quelconque infériorité originelle, mais par leur apparence physique, leur différence culturelle. Donc, le problème est de rééduquer notre perception de l'être humain pour qu'elle se détache de l'apparence raciale et se polarise sur l'humain débarrassé de toute coordonnée ethnique. Cheikh Anta Diop, l'unité d'origine de l'espèce humaine. In acte du colloque d'Athènes, Racisme, science et pseudosciences. Paris, UNESCO, 1982. La Renaissance africaine. Cheikh Anta Diop avait 25 ans lorsque, étudiant à Paris, en 1948, il définissait le contenu et les conditions de la Renaissance africaine dans un article intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une Renaissance africaine ?» qui pose la question de l'usage et du développement des langues nationales africaines. Il reviendra inlassablement, aussi bien dans des conférences publiques à travers le pays dès 1950, nécessité et possibilité d'un enseignement dans la langue maternelle en Afrique, que dans d'innombrables interventions et publications ultérieurement. Son propos sera synthétisé en 3 formules insistant sur l'importance cruciale du facteur culturel. Le développement par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. C'est là que le culturel rejoint l'économie. Le socialisme par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie. C'est là que le culturel rejoint le social. La démocratie par le gouvernement dans une langue étrangère est un leurre. Et c'est là que le culturel rejoint la politique. Confère, Taxaw numéro 6, décembre 1977. Dans cette même perspective, la définition des bases et des modalités d'un futur État fédéral africain est une urgence continentale ou subcontinentale, offre un espace politique et économique en sécurité suffisamment stabilisé pour qu'une formule rationnelle de développement économique de nos pays aux potentialités diverses puisse être mise en œuvre. Cheikh Anta Diop, préface du livre de Makhtar Diouf, Intégration économique, perspective africaine, 1984. En 1960, Cheikh Anta Diop publie les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il y énonce 14 propositions d'action concrètes allant du domaine de l'éducation à celui de l'industrialisation, entre autres
il relève une double nécessité vitale. La définition d'une politique de recherche scientifique efficiente. En toute rigueur, la tâche des chercheurs et scientifiques africains devrait être déduite d'un recensement exhaustif des besoins vitaux africains à partir d'un modèle de développement continental. La recherche est le démiurge qui remodèle sans cesse la face du monde. En effet, si la recherche appliquée n'est absolument pas un luxe, la recherche fondamentale l'est encore moins. Certes, on pourrait être tenté de rester sur la touche, d'attendre que tombe le fruit du travail des autres nations pour en bénéficier. Mais il s'agit justement de mettre fin à ce parasitisme intellectuel. L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des 5 derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moyen le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décision scientifique, au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. La définition d'une doctrine énergétique et d'industrialisation véritable. Il s'agit de proposer un schéma de développement énergétique continental qui tienne compte à la fois des sources d'énergie renouvelables et non renouvelables, de l'écologie et des progrès techniques des prochaines décennies. L'Afrique noire devra trouver une formule de pluralisme énergétique, associant harmonieusement les sources d'énergie suivantes. 1. Énergie hydroélectrique, barrage. 2. Énergie solaire. 3. Énergie géothermique. 4. Énergie nucléaire. 5. Les hydrocarbures, pétrole. 6. Énergie thermonucléaire, auquel il ajoute le vecteur énergétique hydrogène. Il s'agit par conséquent de vaincre les obstacles qui empêchent le développement de l'Afrique, menacent sa sécurité et hypothèquent sa survie. Il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain, froidement écrasée par la roue de l'histoire, et, ajoute-t-il, on ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. L'engagement politique. Parallèlement à ses travaux de recherche scientifique, Cheikh Anta Diop s'est fait un devoir de s'engager politiquement par la réflexion et par l'action dans le mouvement africain de libération nationale qui battait son plein au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un engagement panafricain, patriote et démocratique qui, tout au long de sa vie, ne se démentira pas. Et l'on est rétrospectivement frappé par la clairvoyance de ses analyses et la constance de ses prises de position politiques. Aussi, dès 1950, il adhère à l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain, ARDA, dont il est le secrétaire général de 1951 à 1953. Dans un article intitulé « Vers une idéologie politique africaine », février 1952, il définit la prise de conscience de tous les Africains comme l'objectif numéro 1 de la lutte d'indépendance nationale, précisant que on doit lutter pour des idées et non pour des personnes, et que le sort du peuple est avant tout dans ses propres mains. Autant de principes au nom desquels il choisira à Paris, lors de la crise provoquée au sein de la direction du RDA par la volte-face de son président, Houphouët-Boigny, le camp des résistants fidèles à la cause, animé par la section camerounaise, l'UPC, de Ruben Oumniobé. Rentré au Sénégal en 1960, il crée successivement avec ses compagnons de lutte des partis politiques, du Bloc des masses sénégalaises, BMS,
1961, au Rassemblement national démocratique RND 1976, en passant par le Front national sénégalais FNS 1963, menant un âpre combat contre le néocolonialisme et l'apartheid, pour la consolidation des indépendances, l'avènement de la démocratie, notamment par la promotion des langues africaines et la participation des femmes à la vie politique. Et enfin, pour une véritable unification continentale avec la construction d'un État fédéral d'Afrique, apte à répondre aux défis du monde moderne. L'éthique politique qui l'a toujours guidé l'amène en 1983 à Dakar, suite à son élection comme député, à refuser de siéger à l'Assemblée nationale afin, disait-il, de préserver nos mœurs électorales de la dégradation. 2 décennies auparavant, il avait déjà eu l'occasion de décliner plusieurs portefeuilles ministériels, le président Léopold Sédar Senghor, moyennant un abandon du programme du BMS et une fusion-dissolution du BMS avec l'UPS, parti au pouvoir. Mais il serait erroné de croire que le rôle de l'influence politique de Cheikh Anta Diop se réduise à ses refus exemplaires d'opposants. En effet, il s'est également affirmé comme une force de proposition et d'innovation au Sénégal et en Afrique. Au niveau local, la contribution décisive du dernier parti politique qu'il ait créé, le RND, à l'avènement non seulement du multipartisme élargi, mais aussi du pluralisme syndical et médiatique, en est une preuve éloquente. Alors confronté au combat pour obtenir la reconnaissance légale de ce parti, il a par ailleurs œuvré à la création du premier syndicat paysan de l'histoire du pays, le syndicat des cultivateurs, éleveurs et maraîchers en 1978. Autre initiative sans précédent, l'envoi à la campagne de groupes d'étudiants pendant les vacances universitaires afin que leur immersion périodique au milieu rural favorise la suppression de la barrière artificielle qui sépare les élites intellectuelles de l'ensemble du peuple. À ces divers apports pratiques, il convient d'ajouter l'effort soutenu de formation théorique et d'éveil de conscience qu'il a déployé pour mesurer l'impact politique de Cheikh Anta Diop sur la jeunesse surtout. L'originalité de sa démarche peut être soulignée sous 2 aspects transversaux. L'importance capitale des questions culturelles et d'abord linguistiques dans la lutte pour l'indépendance et l'unification de l'Afrique, d'une part, et d'autre part, la dimension obligatoirement continentale ou au moins sous-continentale pour l'examen et ou la solution des problèmes vitaux des peuples africains. Ainsi, comment ne pas relier l'ampleur et la persistance de l'illettrisme, de l'analphabétisme au maintien du statut exclusif des langues européennes comme langues officielles d'enseignement et d'administration. De même, comment nier la corrélation manifeste entre la faiblesse et la vulnérabilité extrême de nos pays d'une part et d'autre part la division, voire le démembrement continu des États africains. Par ailleurs, la plupart des observations et prédictions avancées dans son manifeste politique de 1960, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire se sont révélés exacts, en particulier le risque de sud-américanisation et de balkanisation de l'Afrique si ces nouveaux dirigeants manquaient le train de l'histoire, en échouant à la faire basculer sur la pente de son destin fédéral. C'est dire à quel point l'œuvre encyclopédique du parrain de l'université de Dakar, dans sa triple dimension scientifique, humaniste et politique, constitue un ensemble indivisible, une totalité organique qui marque une rupture épistémologique avec l'idéologie dominante des temps modernes
et fonde un paradigme civilisationnel novateur en ce début du XXIe siècle, incertain et menaçant. En hommage à l'homme et à son œuvre, l'Université de Dakar et l'Institut fondamental d'Afrique noire IFAN portent aujourd'hui son nom, ainsi que plusieurs autres institutions et lieux au Sénégal et dans le monde. Ce sont autant de marques de la pertinence et de l'actualité de sa pensée dans la marche difficile et exigeante de l'humanité vers une civilisation planétaire qui la réconcilie avec elle-même. Cheikh Anta Diop décède le 7 février 1986 à Dakar, Fann. Il repose à Ceytou auprès de son grand-père, le grand Massamba Sassoum, qui administra ce village.